Moi, Franklin Delano Roosevelt, je le jure solennellement, je remplirai fidèlement la charge de président des États-Unis et je préserverai, protégerai et défendrai au mieux de mes capacités la Constitution des États-Unis. Que Dieu me vienne en aide. C'est un jour de compétition nationale et je suis certain qu'en ce jour, mes compatriotes américains, au début de mon investiture à la présidence, je m'adresserai à eux avec une norme et une décision que la situation actuelle de notre peuple impose. Ceci est 3 et 1 mois pour dire la vérité franchement et avec audace. Il n'est pas nécessaire, pensons-nous, de cacher la vérité sur les conditions de notre pays aujourd'hui. Cette nation perdurera comme elle l'a toujours fait, malgré la violence et les protestations. Alors, tout d'abord, permettez-moi d'affirmer ma conviction profonde que la seule chose que nous ayons à craindre, c'est la peur elle-même. Lorsque le président Franklin Delano Roosevelt a été investi le 4 mars 1933, les États-Unis faisaient vraiment face à la pire dépression de leur histoire. 2 millions de personnes étaient sans abri et 25% des Américains étaient au chômage. 32 des 48 États avaient fermé leurs banques. La production industrielle avait chuté de plus de moitié depuis 1929. Au cours de ses 100 premiers jours au pouvoir, Roosevelt fit adopter un nombre record de lois et mit en place d'innombrables programmes destinés à l'aide, à la reprise et à la réforme. Juste avant que Roosevelt n'entre en fonction, le Congrès proposa officiellement une mesure de réforme qui allait toucher, sinon la vie de chaque Américain, du moins celle de chaque gangster, l'abrogation du 18e amendement. J'espérais sincèrement, avec de nombreux partisans de la tempérance, qu'elle serait largement soutenue par l'opinion publique. Que cela n'a pas été le cas, mais qu'au contraire, la consommation d'alcool a généralement augmenté et que le bar clandestin a remplacé le saloon. Non seulement unité pour unité, mais probablement du double, voire du triple, et qu'une vaste armée de contrevenants a été recrutée et financée à une échelle colossale. Que beaucoup de nos meilleurs citoyens, vexés par ce qu'ils considéraient comme une atteinte à leurs droits privés, ont ouvertement et sans honte ignoré le 18e amendement. Qu'en conséquence inévitable, le respect de toutes les lois a été grandement diminué, que la criminalité a augmenté à un degré sans précédent. Avec l'adoption du 21e amendement, la légalité de la fabrication et de l'importation des spiritueux et des boissons a été confiée aux différents États. Alors que certains États sont restés secs, la majorité a ratifié l'amendement au cours de l'année. Cherchant de nouveaux revenus, de nombreux gangsters et groupes criminels se sont tournés vers les jeux d'argent et la drogue. Cependant, beaucoup d'autres ont choisi de partir avec leur spectacle. Les années 30 ont vu de nombreux hors-la-loi traverser le pays en automobile volée. Même pendant la dépression, il est devenu plus facile pour les criminels de se procurer des voitures et des armes. Face à cette nouvelle génération de gangsters, se trouvait le Bureau of Investigation, le prédécesseur du FBI dirigé par un homme qui allait définir l'organisation. John Edgar Hoover est né à Washington, D.C., le 1er janvier 1895. Après avoir terminé le lycée, il a commencé à travailler à la bibliothèque du Congrès et à suivre des cours du soir à la faculté de droit de l'université George Washington. Ma douce, nous allons bien. Hoover est entré en fonction au ministère de la Justice le 26 juillet 1917 et il a rapidement gravi les échelons dans la fonction publique. Il dirigeait la division générale du renseignement du ministère. Et en novembre 1918, il a été nommé assistant du procureur général. Lors de l'intégration de la division générale du renseignement au bureau d'enquête en 1921,
Il a été nommé directeur adjoint du bureau d'enquête. Le 10 mai 1924, le procureur général Harlan Fiske Stone a nommé Hoover, âgé de 29 ans, directeur par intérim du bureau. Et à la fin de cette année-là, M. Hoover a été nommé directeur. En tant que directeur, M. Hoover a mis en place un certain nombre de changements institutionnels pour répondre aux critiques formulées à l'encontre de l'administration de son prédécesseur. Le directeur Hoover a renvoyé plusieurs agents qu'il jugeait nommés pour des raisons politiques ou non qualifiés comme agents spéciaux. Il a ordonné des vérifications d'antécédents, des entretiens et des tests physiques pour les candidats au poste d'agent, et il a rétabli les anciennes politiques du bureau exigeant une formation en droit ou en comptabilité. Alors que le public se méfiait de plus en plus de l'image de gangsters façon Robin des Bois et commençait à voir leur vraie nature, des centaines de lettres affluèrent dans le bureau de Hoover pour exiger des mesures contre le crime organisé. Cependant, tout autant de personnes considéraient Hoover comme un ange vengeur, comme le démontre cette lettre de l'agent spécial A.R. Baker. Vous vous efforcez constamment d'améliorer l'efficacité et la performance du bureau grâce à l'introduction de nouvelles politiques et à l'esprit de coopération amicale entre collègues. Cette méthode est vouée à triompher contre vents et marées. Baker avait raison. Hoover a continué à révolutionner la lutte contre le crime au cours d'une carrière de directeur qui a duré 48 ans. Parmi sa myriade de réalisations figurait la création de la liste des 10 fugitifs les plus recherchés, qui est issue de la liste des ennemis publics, apparue pour la première fois à Chicago en 1930. Atlantic City, l'agent fédéral en chef, J. Edgar Hoover, Dit à la Convention. de la police, Chef qui... sont les véritables ennemis publics. Qui sont-ils, monsieur Hoover? Ce sont les criminels eux-mêmes et leurs amis et alliés qui, de leur plein gré, s'engagent dans l'entreprise de tenter de faire fructifier le crime. En avril de cette année-là, la Commission du crime de Chicago, une organisation de surveillance civique qui avait été créée juste avant l'adoption du 18e amendement pour lutter contre le crime organisé. Par l'intermédiaire de son fondateur et président, Frank J. Lesh, le terme « ennemi public » a été inventé en référence aux nombreux gangsters bien connus opérant dans cette ville et à travers le pays. Des gangsters comme Al Capone et Dan O'Banion. Lesh a constamment lutté contre l'image romantique et dramatisée du gangster qui commençait à apparaître dans les magazines populaires, les programmes de radio et les films de l'époque. Il pensait que dissiper ces stéréotypes enjolivés était une étape importante pour une action efficace des forces de l'ordre. Dans le but de retourner l'opinion publique contre les criminels, Lesh a fourni aux représentants des forces de l'ordre de Chicago et aux journaux une liste de ce qu'il appelait les ennemis publics. Merci d'avoir regardé. Pour nous aider à produire davantage de contenus historiques captivants comme celui-ci, aimez, commentez et partagez cette vidéo avec d'autres passionnés d'histoire. N'oubliez pas de vous abonner pour faire vivre l'histoire. De l'autre côté de la mer, Là où les poissons volants jouent.